grand entretien aujourd'hui. Notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Charles Marinakis. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laure, bonjour Raphaël. De Century 21 en France. On a eu vos chiffres sur le premier semestre l'année dernière. Clairement, on voit que 2025 est l'année de la reprise sur le front de l'immobilier. Ça se voit sur les volumes et sur les prix. Quand on commence sur les volumes, on devrait aller vers 850 000 transactions, ce qui fait un marché qui se normalise. Oui, exactement. Ça, on va revenir en discuter avec Raphaël en coulisses. Ce marché, je vous l'ai toujours dit, il a une faculté incroyable à s'autoréguler. Il en fait encore la démonstration. Il va retrouver sa vitesse de croisière. Je parle d'une vitesse de croisière avant la période, un peu l'anomalie de l'hypertrophie artificielle de 2021. Si on va revenir aux alentours des 850 000, peut-être 875 000 ventes, ce qui est, de mon point de vue en tout cas, un gabarit normal, un bon chiffre et un gabarit normal pour le marché des transactions dans l'ancien en France. Oui. Un environnement normal avec des taux qui redeviennent aussi plus normalisés. On est sur du 3% sur 20 ans aujourd'hui. Donc on est dans des zones qu'on connaît. C'est ça que vous nous dites et que donc c'est plutôt porteur pour la suite. Oui, c'est porteur. Nous, on a donné nos chiffres. On est à plus de 11% de croissance en volume. Mais en réalité, si vous voulez, les planètes de l'immobilier, vous savez, les leviers essentiels de l'immobilier se sont de nouveau alignés. Je parle d'une inflation qui est redevenue maîtrisée à 0,8 parce qu'on oublie souvent de parler de l'inflation, mais c'est quand même elle qui a aggravé notre cas en 2022. C'est ça qui a fait que les taux sont montés brutalement. Exactement. Donc l'inflation étant de nouveau maîtrisée à 0,80, 0,70, 0,80, ça a permis à la Banque Centrale Européenne, qui a quand même baissé 7 fois les taux en un peu moins de 2 ans, dont 3 fois depuis le début de l'année. Donc on est revenu autour de 3%, ce qui sont malgré tout des taux qui restent cohérents. Et puis dans l'intervalle, sur les 24 derniers mois, les prix ont quand même baissé. Alors, peut-être pas partout, pas de manière homogène, etc. Mais dans l'ensemble, il y a une tendance qui est baissière. Et c'est vrai que voilà, l'agrégat des trois, la rencontre des trois critères fondamentaux, si vous voulez, qui régulent le marché de l'immobilier, permettent aujourd'hui de nouveau aux Français de pouvoir faire leurs achats dans des conditions normales. Et là, la baisse des prix est terminée, vous nous le confirmez. Hélas, hélas, parce qu'il y a certaines régions où ça n'a pas tout à fait compensé la hausse des taux. Il y a cet effet mécanique, je le dis souvent de manière assez basique, mais ce qu'on donne à la banque, on ne peut pas le donner aux vendeurs et inversement. Voilà, donc oui, la baisse des taux, malheureusement, la baisse des prix semble être endiguée. Pourquoi vous dites malheureusement? Parce que ce que je voudrais pas, si vous voulez, c'est que de nouveau on reparte dans une inflation un peu artificielle des prix sous prétexte que les taux aient baissé et que de nouveau on finisse par bloquer ce marché-là. Donc il faut que chacun comprenne que dans une équilibre, il y a un effort consenti de part et d'autre. Les acquéreurs vont emprunter à 3 ou 3,20, non plus à 1 ou 1,20. On ne peut pas refaire la même bulle, quoi. Voilà, il ne faut pas refaire la même bulle parce que sinon les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et donc on trouvera de nouveau un marché qui passera sous la barre des 800 000 ventes et quand vous n'arriverez pas à vendre votre appartement ou votre maison, vous direz oui, alors ce marché, etc. Donc, voilà, je pense qu'il faut raison garder, profiter, je crois que ceux qui sont vraiment acheteurs et vendeurs, profiter de cet équilibre du marché que moi je trouve pour le coup extrêmement sécurisant et extrêmement intéressant, profiter de cette accalmie-là pour pouvoir vendre et acheter dans de bonnes conditions. La bonne nouvelle, c'est que la tranche d'âge des 30-40 ans voit sa part augmenter fortement, 26% du marché. C'est le retour des primo-accédants, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Ça c'est une très bonne nouvelle. Alors eux, si vous voulez, ils bénéficient de 3 facteurs conjugués. Un, malgré tout, la baisse des prix et la baisse des taux, qui ont resolvabilité pour partie. Deuxièmement, vous l'avez vu dans les statistiques qu'on a fournies, en fait, ils consomment beaucoup du prêt à taux zéro. Ils sont très consommateurs de prêts à taux zéro. Aujourd'hui, la Banque de France donne des statistiques où 51% des prêts qui sont faits à l'habitat sont faits à des primo-accédants. Ça veut dire que s'ils sont importants dans ce marché-là, et puis ils profitent du prêt à taux zéro qui a été pour le coup bien réaménagé, et puis pour d'autres, quand ça a été possible, de MaPrimeRénov', qui est quand même un encouragement. Donc, quand vous agrégez, si vous voulez, les trois, ça rend possible l'acquisition, en tout cas certaines acquisitions pour des primo-accédants. Voilà. Donc là, ils reconstituent une enveloppe financière, accès à la banque. Il faut dire aussi que les banques ont retrouvé de l'appétence pour prêter de l'argent, y compris aux primo-accédants. Appétence des banques, taux qui se sont normalisés, prêt à taux zéro qui du coup baisse, si vous voulez, la mensualité en termes de quotité d'emprunt. Et puis un petit coup de pouce de MaPrimeRénov' quand on a des travaux à faire, ça fait du bien. C'est beaucoup plus compliqué sur l'investissement locatif. Là, les chiffres sont en baisse. Pourquoi les bailleurs désertent-ils le marché ? Si vous avez 2 heures devant vous, Raphaël, on peut lister la liste. On a 7 minutes 20. Non, mais on sait bien que voilà, c'est le sujet du moment. Voilà, l'investissement locatif aujourd'hui s'écroule d'année en année, on le voit. On est revenu, si je vous donne un chiffre, pour Paris, région parisienne, on a fait un bond de 10 ans en arrière.
C'est-à-dire on est revenu à un taux d'investisseurs équivalent à celui qu'il était il y a 10 ans. C'est quoi le problème? Trop d'impôts, trop de normes? Oui, trop d'impôts, trop de normes, pas d'avantages fiscaux, pas d'accompagnement, beaucoup de tracasseries Aucun intérêt à prendre du risque en fait. C'est-à-dire que le risque n'est pas payé, si vous voulez. La rentabilité n'est plus suffisante aujourd'hui pour compenser le risque que l'on prend. Voilà. Et ça se voit dans les chiffres. Mais surtout, la situation la plus grave, la conséquence directe de ça, c'est l'attrition du parc locatif privé, en fait. Et ça devient un problème sociétal. Avec de vraies conséquences sociales, ouais. C'est une vraie conséquence sociale. Certains de vos confrères ont aussi écrit sur ces sujets-là. J'ai l'exemple d'une dame qui a mis un studio à la location à 950 € à Paris, 19e ou 20e arrondissement, qui en 8 jours a reçu 1600 demandes. Oui, donc c'est une hérésie. Enfin, là, il y a une dérégulation vraiment trop grave du marché. Mais vous savez qu'il y a un rapport qui a été déposé dans ce sens-là. Il y a 2 sénateurs qui proposent un statut du bailleur privé qui permettrait d'avoir le même statut en gros que sur le meublé que sur le vide, avec des avantages fiscaux. Parfois, ça irait jusqu'à même 20 ans de loyer où vous ne payeriez pas d'impôts. Là, on va dans le bon sens. Alors franchement, ce rapport, il a fait un peu l'unanimité chez les professionnels. Tout le monde était même assez surpris parce qu'il va assez loin dans ses propositions. Je crois que malgré tout, c'est ce qu'il fallait. Il fallait qu'il y ait une espèce de fracture pour une vraie reconnaissance du statut du bailleur privé. C'est ce que nous appelions, nous, les professionnels et les syndicats. Il semblerait qu'on ait été entendus de ce point de vue-là. C'est un bon rapport qui est assez ambitieux, qui prend des risques. Restons prudents. Il va falloir... Alors les mesures, il y en a 5. Le rapport Causson-Daubresse, on peut les c'est ça, Causson-Daubresse, ce sont le sénateur et le député qui ont déposé ce rapport. L'amortissement du bien, voilà. Vous pouvez amortir à raison sur 20 ans de 4 à 5% votre bien en fonction de si vous l'achetez dans le neuf ou dans l'ancien. Vous avez un système de bonus si vous acceptez de louer dans des conditions modérées. Bon, il faudra savoir ce que s'appelle modéré, là il faudra donner des fourchettes. Voilà. On a une augmentation du plafond du déficit foncier qui est porté à 40 000 €. Et puis surtout, il y a une mesure phare dont on verra comment politiquement elle va être accueillie, qui consiste à sortir le bien de l'assiette de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. J'ai hâte de voir comment ça va être accueilli politiquement. Oui, qui est un bonus fiscal effectivement très puissant, mais qui risque d'avoir du mal à franchir le cap de l'Assemblée. Exactement. Alors je trouve que là, vous avez tout à fait raison, Laure. C'est en réalité la philosophie du rapport. Il dit, quand on fait un investissement locatif pour le mettre à disposition du marché français, c'est comme si c'était un outil, un bien professionnel. Et puis la dernière chose, c'est l'alignement entre la durée d'amortissement et l'exonération de la plus-value sur 20 ans. Voilà. Mais c'est 5 mesures qui sont vraiment des mesures phares qui, si elles étaient appliquées stricto sensus, je pense, feraient un effet boomerang, enfin quelque chose d'assez puissant. La ministre dit que c'est bien, mais pour sortir un rapport, on en a plein les placards, des rapports qui proposent des bonnes choses. Pour devenir la réalité, il y a encore beaucoup de travail. Oui, il y a surtout le travail de Bercy. Il y a 2 choses. Il y a d'abord le travail de l'acceptation. Faut chiffrer ça. On projette 90 000 logements de plus sur le marché locatif privé, ce qui serait une bonne nouvelle. Mais on ne sait pas. Moi, j'ai pas le chiffrage de ce que ça coûte réellement, donc Bercy devra faire... Le statut ne coûterait rien aux finances publiques avec les recettes que ça pourrait créer. Oui, alors nous, évidemment, les recettes publiques en termes de... Grâce à la TVA dans le neuf et dans la rénovation notamment. Voilà, donc il y a un calcul à faire. Ensuite, il y a 2 choses. Bercy valide cette équation-là, ça c'est la première question, et que politiquement, au sens large du terme, certaines postures soient admises, notamment celle qui consiste à sortir l'actif de l'IFI. Ça permettrait de produire 90 000 logements supplémentaires par an. C'est ce qui manque à peu près aujourd'hui ? En théorie, il en manque plus que ça. En termes de logements neufs, il en manque 450 000 par an. Donc là, c'est 90 000 qu'on mettrait sur le parc locatif privé. Mais on peut imaginer qu'il y a la partie aussi de l'ancien. On pourrait retrouver de l'énergie dans l'investissement locatif dans l'ancien, aussi dans de la rénovation, parce que l'augmentation de l'abattement fiscal des 40 000, il est lié aussi à un investissement en termes de travaux de 15% du prix d'acquisition. Voilà. Donc, mais quoi qu'il en soit, ces mesures seraient incontestablement bonnes pour dynamiser l'investissement locatif. Et je dirais, c'est ce qu'il fallait quand même pour sortir un peu de l'ornière dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est compliqué aujourd'hui d'investir en locatif sans être ingénieur fiscal ou thermicien certifié. Oui, c'est une lourdeur administrative. C'est pour ça que les investisseurs ont quitté un peu ces marchés. Mais il faut rendre aussi à l'investissement. Ce que dit pas le rapport, c'est que l'investissement locatif, c'est aussi un geste très social que de faire ça.
On a voulu longtemps opposer les propriétaires bailleurs et les locataires. Mais en fait, c'est une fausse posture, ça. Il vaut mieux mettre de l'argent, investir dans un studio ou un 2 pièces que vous mettez à la location pour que des Français qui n'ont pas les moyens encore d'acheter ou des jeunes puissent s'installer, ou de mettre votre argent à la bourse, sur des marchés boursiers ou des marchés financiers ou des actions du CAC 40. Alors, finalement, d'un point de vue sociétal, c'est une valeur ajoutée incontestable que d'inciter les Français. Tout est une question de gestion du risque et de liquidité. Alors derrière, il y a la gestion du risque et de liquidité, mais je trouve que dans le geste et dans l'attitude, moi je trouve que c'est plus noble que de faire un investissement immobilier. Charles Marianakis, avec un mot de Paris, avec le prix au mètre carré qui a repassé les 9 500 €. C'était pas arrivé depuis 2020. Est-ce qu'on va retrouver les 10 000 € du mètre? Non. Je suis désolé pour les Parisiens. Non, je ne pense pas qu'on remontera à 10 000 € du mètre. Ça s'est fait, moi je crois que je l'avais annoncé ici en 2019, probablement le premier. Tout le monde avait dit, ce gars est fou, mais non, ça avait bien dépassé les 10 000 € du mètre carré. Et avec la même certitude, au risque de me tromper et d'être lynché sur la place publique, mais je pense que ça ne repassera pas au-dessus des 10 000 €. En tout cas, pourquoi? Par manque de... Parce que d'abord, ça a beaucoup baissé à Paris sur les 3 dernières années, c'est moins 12%. Hein. Ça veut dire que le marché avait vraiment besoin de se réguler vraiment à la baisse. Maintenant, on retrouve plus 6% au niveau des transactions. Donc, ça y est, la machine est en train de repartir. Mais je crois que sinon, ça sera plus finançable. On va malgré tout à 3%. Je pense que 10 000 € le mètre carré à Paris, avec des emprunts à 3,2%, ça n'est plus finançable pour le commun des mortels, en tout cas pour les acquéreurs parisiens, dont je vous rappelle qu'ils n'en prêtent que 68% de quotité d'emprunt pour faire un achat à Paris, là où c'est 82% pour le reste de la France. Donc on a malgré tout des gens qui ont de l'apport personnel, mais à 3 et 3,2%, je pense qu'on ne peut plus financer du 10 000 € du mètre carré en moyenne à Paris. Je ne parle pas des investisseurs étrangers, bien sûr. Qui ne sont pas les Parisiens. Qui ne sont pas des Parisiens. Merci beaucoup, Charles Marianakis, d'être venu ce matin Merci, dans la matinale de l'économie.